Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. L'heure libre est une émission en partenariat Front Populaire le Média et Sud Radio. C'est une heure de liberté, profitez-en. Je suis en compagnie de Michel Onfray, philosophe, fondateur de la revue Front Populaire, Maxime Le Dagard, rédacteur en chef, et notre invité est également philosophe, Vincent Cousdière, auteur de Éloge du populisme en 2012 chez Eliard Éditions et de l'essai Retour du peuple aux éditions du Cerf. Aujourd'hui, nous allons profiter des célébrations dans quelques jours de la fête nationale pour nous demander ce qu'est le populisme. Populiste, vous avez dit populiste, et on va se poser plusieurs questions. Le populisme, qu'est-ce que c'est ? Qui veut la mort des populistes ? Populisme de droite, populisme de gauche, quelle différence ? Le populisme a-t-il accouché d'une forme viable de gouvernement ? Voici les questions. Bonjour à tous les trois. Le populisme, voilà bien un mot fourre-tout, synonyme d'insulte pour certains bien-pensants, synonyme donc pour eux de démagogue, expression du souci du plus grand nombre, anti-élitisme, politique du bon sens pour les autres. Alors commençons, si vous en êtes d'accord, par demander à Maxime Le Dagard de nous donner une définition, peut-être nous donner l'étymologie du mot populiste. Oui Stéphane, l'étymologie est assez simple. On a le radical latin populus qui signifie peuple tout simplement et le suffixe isme qui vient donner une dimension idéologique. Le populisme serait donc très classiquement l'idéologie du peuple, mais attention, il faut ici justement préciser que pour beaucoup d'observateurs du populisme, ce dernier se rapporte moins à un contenu idéologique précisément identifiable qu'à un style et une approche politique applicable à des contenus idéologiques différents. D'où ça vient le populisme ? Les historiens des idées s'accordent pour constater une double émergence à la fin du 19e siècle, à la fois en Russie et aux États-Unis. En Russie, entre 1860 et 1880, les narodniki sont des socialistes qui défendent les communautés rurales traditionnelles et l'alphabétisation des masses paysannes. Alexandre Herzen, d'ailleurs leur principal représentant, a entretenu des relations avec Proudhon en France. Et à peu près au même moment, outre-Atlantique, le populisme américain naît lui aussi comme un mouvement rural, les Grangers, ces fermiers de l'Ouest, qui cherchent à élargir les droits sociaux des travailleurs agricoles et à sauvegarder l'autonomie des petits producteurs terriens contre les accapareurs. Dans les deux cas, il s'agit d'une défense d'un mode de vie populaire contre la prédation et les effets du capitalisme et des grandes métropoles. Le populisme a ensuite pris évidemment de nombreuses formes au XXe siècle, avec une constante toutefois, l'opposition quasi systématique entre un peuple jugé dépossédé de ses prérogatives et des élites délégitimées qui prétendent décider à sa place. À cette aune, il n'y a sans doute pas plus populiste que la phrase de De Gaulle qui déclarait, en refusant de reconnaître la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme, je le cite, « En France, la seule Cour suprême, c'est le peuple français ». Fin de citation. Alors, avant de retrouver Michel Onfray, je voudrais demander à notre invité, Vincent Cousdière, faut-il avoir peur du mot populisme ? Est-ce que vous en avez peur, vous ? Mais non, j'en ai pas peur, sinon je n'aurais pas écrit un éloge du populisme. Mais c'est un éloge aussi un peu paradoxal, c'est-à-dire que, vous l'avez dit, cet essai est paru en 2012, et j'ai voulu m'inscrire un petit peu en faux et en opposition, avec une utilisation du terme extrêmement péjorative, et à mon avis non plus pas très rigoureuse. Là, vous avez fait une très bonne généalogie, Maxime Le Dagard, du populisme, en revenant au populisme russe, américain, etc. Moi, mon objet est plus limité dans l'éloge du populisme. Je m'intéresse au populisme, je dirais, dans les démocraties européennes, et particulièrement dans le cas français, dans des démocraties, dans des peuples qui ont connu la démocratie représentative, et qui, finalement, sont en désespérance par rapport à leurs représentants. Voilà comment j'ai parlé du populisme. Le populisme, pour moi, je parle du populisme du peuple. Donc c'est pas du tout le concept de gens que vous n'avez pas cités, mais qui ont fait des essais très intéressants comme Taguieff, moins intéressants comme Rosanvallon, etc. Là-dessus. En fait, eux, populistes, c'est démagogie, c'est parler au nom du peuple, etc. Moi, ce qui m'intéresse dans ce concept, c'est qu'il nous permet de parler d'une crise de la démocratie représentative. C'est pour ça que j'ai forgé l'expression de populisme du peuple, qui a été d'ailleurs pas mal empruntée par beaucoup. Ça nous permet de parler de la situation de crise des démocraties représentatives. Et moi, les phénomènes qui m'intéressent par rapport à ça, c'est l'abstention, c'est la volatilité du vote, c'est aussi des gens qui vont vers des partis qu'on dit populistes. Mais voilà, je décale complètement les choses par rapport au concept habituel qui est en fait un concept idéologique pour dire voilà, les démagogues c'est eux, mais nous
On n'est pas démagogue. Et vous, Michel, vous n'hésitez pas à dire que vous êtes, enfin, en tout cas, ça ne vous fait pas peur de reconnaître que vous êtes populiste. Ah ben oui, non, mais je le dis clairement. D'abord parce que quand on fait une généalogie plus récente, Maxime a fait une belle généalogie historique, mais si on fait une généalogie un peu politicienne, on s'aperçoit que la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles par la grâce du suffrage universel en 2002 fait que on commence à avoir un certain nombre d'intellectuels qui nous disent que, citation de Bernard-Henri Lévy, le peuple peut errer. C'est-à-dire que quand le peuple vote bien, on peut lui demander ce qu'il pense, mais quand il ne vote pas bien, le mieux c'est d'en faire l'économie. Et donc le concept, un certain usage polémique du concept apparaît en disant mais le peuple, quand il s'exprime toujours à côté de la plaque. D'où en plus de ça cette espèce d'élément de langage du genre le peuple a élu Hitler, vous avez bien vu, donc il vaut mieux ne pas demander au peuple qu'il vote, laissez donc les élites un peu sur le principe saint-simonien s'occuper des choses et puis on n'a pas besoin d'élections. Je rappelle juste que c'est pas le peuple qui a mis Hitler au pouvoir, mais que ce sont les partis politiques qui ne s'entendant pas, ont contraint le chancelier à nommer Adolf Hitler, et que c'est donc une affaire de politicards et de politiciens, l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, et non pas du tout une élection au suffrage universel direct d'Adolf Hitler que le peuple aurait souhaité, un Adolf Hitler qui, en 1933, aurait été celui des accords de Wannsee en 42 et de la libération des camps, de la décision de Wannsee et de la libération des camps en 1944. Enfin, passons sur ça, mais il y a cette façon de nazifier le peuple qui vote mal, avec un mot grossier, vulgaire, en disant ce sont des populistes. Et comme il faut effectivement retourner l'insulte à ces gens-là, moi j'ai sorti de Gracchus Babeuf un mot qu'on a eu tendance à oublier pendant très longtemps, et qui était le mot de populicide, en disant oui, je suis populiste, parce que le choix il est pas très compliqué, c'est soit populiste, soit populicide. Populicide, Gracchus Babeuf invente le mot en disant que les Jacobins, Robespierre et quelques autres ont voulu détruire les Vendéens, le peuple vendéen. Et la destruction du peuple vendéen était au programme du jacobinisme robespierriste. Et donc, ces gens qui nous traitent de populistes sont des populicides qui estiment qu'il faut aussi en finir avec le peuple. Alors évidemment, il n'y a plus les colonnes de Tureau et il n'est plus question de tuer physiquement le peuple. Il s'agit juste de l'insulter, de le mépriser, de faire le contraire de ce qu'il demande, de dire en 2005 il est contre le traité européen, c'est pas grave, en 2008 les gens qui pensent à sa place et qui pensent bien et qui pensent mieux que lui vont voter contre lui. On va demander aux députés, aux sénateurs, aux deux chambres, au Congrès de voter contre le référendum de 2005. Et donc, il y a en 2008, effectivement, des gens qui sont des populicides et qui nous disent, le peuple pouvant errer, la preuve, il a voté pour Adolf Hitler, laissez faire la Commission européenne qui va décider. Les gens qui ont été choisis pour la Commission européenne et indépendamment des élections, eh bien, vont faire de la politique beaucoup mieux que vous n'y comprenez rien. C'est nous qui allons décider qu'il faut intervenir en Ukraine et financer Zelensky, c'est nous qui allons décider qu'il va falloir en finir avec la retraite à 60 ans, c'est nous qui allons décider, etc. On ne demande plus au peuple. Donc oui, moi je suis, Maxime Le Nagard a renvoyé au général de Gaulle, mais je suis gaulliste en ce sens, je pense que la souveraineté c'est le peuple. Quiconque fait l'économie du questionnement du peuple par l'élection, que ce soit aux élections diverses et multiples ou par référendum, est un populicide, et je préfère être du côté des populistes plutôt que du côté des populicides. Alors, on pourrait se demander à qui ou à quoi s'opposent les populistes. Est-ce que c'est simplement le désamour de leurs élites et le désamour de leurs représentants politiques, Vincent Cousdière ? Alors, j'ai quelques nuances par rapport aussi à ce qu'a dit Maxime Le Nagard. Je ne pense pas on présente souvent le populisme comme une opposition entre le peuple et les élites. Et voilà, le peuple qui aurait la vérité et les élites qui auraient tout faux. Et puis, alors du coup, certains partis disent qu'on va parler au nom du peuple. Donc, ils tombent sous le coup de la critique aisée de la démagogie. Ce que j'appelle le populisme du peuple, et là on va peut-être différer avec Michel Onfray, c'est pas pour moi une exigence de démocratie directe. Pour moi, le populisme, tel que je l'analyse, c'est une crise des démocraties représentatives. Ce qui veut dire que j'assume le côté représentatif de la démocratie. Et la question que nous pose, le défi que nous pose le populisme, c'est pas de s'opposer aux élites avec un peuple qui serait sain, magnifique, etc. Et De Gaulle n'a jamais pensé que le peuple avait entièrement raison. De Gaulle savait qu'il fallait faire avec le peuple. De Gaulle, effectivement, serait aujourd'hui accusé d'être populiste, ça, tout à fait d'accord avec Michel Onfray. Mais la question, le défi, c'est d'une articulation entre le peuple et les élites. Et c'est des élites qui soient au service du peuple. Et il est tout à fait possible, et ça a été le cas dans des moments
de notre démocratie, que les élites soient au service du peuple. Et pour moi, c'est ça, la revendication populiste. Ça, c'est important. C'est pas une revendication révolutionnaire, c'est pas une revendication, voilà, à bas les élites, etc. Non, c'est les élites, faites votre boulot. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, dans un instant, on va continuer à parler de populisme. On va deux mots, si c'est possible, parce que je n'ai pas fait l'éloge du gouvernement en direct, je n'ai pas fait l'éloge du refus des représentants. J'ai dit que je m'inscrivais dans la logique gaulliste, et le général de Gaulle tient les deux à égale distance. Tout à fait. Il dit représentation, et donc il n'est pas contre le Sénat, l'Assemblée nationale, le Congrès, enfin les élus, il est évidemment pas contre, mais il pense aussi qu'on peut en appeler directement au peuple par le référendum. Donc je ne suis pas quelqu'un qui dirait je ne veux pas d'une démocratie indirecte, enfin d'une démocratie indirecte, je ne voudrais que d'une démocratie directe, je n'ai jamais dit ça. Je dis qu'il faut les deux, un savant équilibre, plus un homme d'État qui soit capable de dire c'est le peuple qui fait la loi, c'est pas moi. C'est-à-dire que Macron aujourd'hui, il dit vous avez voté pour moi, peu importe les raisons pour lesquelles vous avez voté pour moi, mais c'est moi qui fais la loi. Non, ce que dit le général de Gaulle, c'est que la souveraineté est dans le peuple, aussi bien par ses représentants que par une consultation directe via le référendum. Entièrement d'accord avec vous. Et justement, référendum dont les Français sont privés, je le répète, depuis très longtemps. Le dernier référendum, c'était un référendum régional autour de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors, on continue dans un instant à parler de populisme. On va se demander qui veut la mort des populistes. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre avec Michel Onfray, philosophe, fondateur de la revue Front Populaire, Maxime Le Nagar. Notre invité aujourd'hui est Vincent Cousdière, philosophe également, auteur de Éloge du populisme, écrit en 2012, et Retour du peuple aux éditions du Cerf plus récemment. Alors, nous parlions, pour ceux qui en doutaient, du populisme. Ce n'est pas une insulte. Nous allons nous demander dans un instant qui veut la mort des populistes, mais je voulais demander à Michel Onfray, est-ce que l'on peut dire en cette veille, quasi-veille de 14 juillet, que les populistes sont encore ceux qui ont le souci de l'État-nation, qui finalement préfèrent célébrer les 3 couleurs du drapeau français plutôt que le drapeau bleu étoilé de l'Union européenne? Ça peut être ça, mais c'est pas suffisant. Par exemple, les ennemis de Marine Le Pen disent qu'elle est populiste, mais Marine Le Pen récemment, elle nous a fait savoir que on ne touchait pas à Schengen, on ne touchait pas à l'euro, on ne touchait pas à l'Europe, etc. Donc je vois pas comment elle peut défendre l'État-nation, elle, par exemple. Ça n'a pas de sens. Ou même Zemmour, qui d'une certaine manière a été extrêmement prudent sur ce terrain-là, du genre on va s'y flotter, et puis on va faire comme si l'Europe n'existait pas, et puis voilà. Et puis Mélenchon, qui a exactement dit la même chose. Donc il y a un moment donné où des gens dont on dit qu'ils sont populistes sont des gens qui ne défendent pas l'État-nation non plus. C'est-à-dire, par exemple, Mélenchon, il défend une espèce de révolution avec une avant-garde éclairée de islamo-gauchistes. Zemmour, il défend, enfin bon, on va pas rentrer dans le détail des hommes et des femmes politiques d'aujourd'hui, mais les gens qui disent non, recouvrons un État-nation sont des gens qui nous disent il faut le Frexit, il faut sortir de cette configuration. Et ils sont où les vrais populistes qui donneraient au peuple la possibilité de décider cette chose? Quel chef de l'État dira mais c'est tellement important cette chose que nous allons demander au peuple ce qu'il en pense? Un chef de l'État qui pour le coup défendrait vraiment le peuple, c'est quelqu'un qui dirait quand j'arriverai au pouvoir, eh bien je ferai un référendum pour savoir si vous voulez qu'on sorte ou qu'on reste. Et qui le défend aujourd'hui? Un référendum sur la question du Frexit? Personne. Là on aurait vraiment des défenseurs de l'État-nation, on aurait des vrais populistes au sens noble du terme, c'est-à-dire des gens qui dans l'esprit du général de Gaulle diraient mais la souveraineté, l'essence de la souveraineté, elle se trouve dans le peuple. J'ai apprécié que Vincent me dise effectivement qu'il souscrivait à cette définition gaulliste et gaullienne de la possibilité pour le chef de l'État d'être là au nom du peuple en disant mais c'est le peuple qui fait la loi. Quand le peuple en 1969 dit au général de Gaulle on ne veut pas de vous, d'autres auraient dit j'ai perdu le référendum mais je reste, le général de Gaulle dit je m'en vais parce que la souveraineté elle est dans le peuple et c'est le peuple qui a le dernier mot. Alors, Vincent Cousdière, les populistes sont réputés, enfin en tout cas ce sont ceux qui les méprisent, qui forgent cette réputation. On dit que ce sont des gens déraisonnables finalement, ils n'appartiennent pas à ce qu'on appelle le cercle de la raison. Vous pensez, vous, que les populistes sont des gens déraisonnables par essence ? Non, mais ça, c'est l'utilisation du terme idéologique qui sert à disqualifier des mouvements politiques en disant qu'ils ne sont pas capables de gouverner. D'ailleurs, si on regarde les choses après historiquement, de manière européenne,
tout ça tombe parce que des tas de gens qui étaient populistes, qu'on disait pas de parti de gouvernement, sont devenus au gouvernement. Ouais. Donc tout ça, pour moi, n'a aucune validité. C'est-à-dire le concept de populisme n'a aucune validité en sciences politiques. Moi, je décale les choses vers la philosophie politique et vers une conception. Pour moi, le populisme, c'est vraiment une situation du peuple, de détresse du peuple, qu'il faut penser à deux niveaux. C'est la décomposition de ce que j'appelle la sociabilité du peuple, qu'on peut appeler la nation, qui débouche aussi sur la souveraineté et sur la volonté, la possibilité de partager, de participer à la souveraineté, etc. C'est ça, les deux crises qui font le populisme du peuple, c'est décomposition sociale et décomposition de la souveraineté politique. Michel Onfray, là où je diverge un peu, c'est qu'il fait dire quelque chose, là, par exemple, au peuple, en disant le peuple, il serait pour le Frexit, etc. Non, j'en sais rien. pour moi, c'est un phénomène beaucoup plus basique. Ah non, mais je me permets de... Mais justement, il faut qu'on discute pour préciser les choses. Ce que j'appelle le populisme, c'est pas un phénomène politique au sens de la politique politique. C'est un phénomène archi-politique. Il y a plein de gens qui parlent de la métapolitique. Ça, c'est un peu métaphysique, la métapolitique. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est ce que j'appelle l'archi-politique, le principe. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie ensemble de penser un bien commun, etc. C'est qu'on a une unité plus profonde, qui est à la fois nationale, de mœurs, de sociabilité, et qui est aussi liée au fait qu'on a le sentiment d'être représenté par un État. Voilà. Après, il y a beaucoup de possibles, et l'enjeu politique, c'est comment répondre à cette détresse des peuples. Qu'est-ce qu'ils disent les peuples ? J'en sais rien. Michel Onfray a dit tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec lui, De Gaulle, c'est un équilibre. Dans les moments d'urgence, on en appelle au peuple. Mais il y a des tas de moments où De Gaulle n'en a pas appelé au peuple. À commencer par la sortie du problème de l'Algérie. Quand il est parti à Londres, le peuple n'était pas avec lui. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec De Gaulle. Comme vous l'avez dit, Michel Onfray, De Gaulle, c'est les deux. C'est à la fois d'assumer la dimension autoritaire, de décision, de souveraineté, et en même temps, dans les moments essentiels, d'aller au référendum, d'aller au peuple. Alors, c'est devenu, pardonnez-moi, mais le populiste, c'est devenu une insulte quand même aujourd'hui. J'imagine que les étudiants de sciences politiques apprennent d'abord à se méfier des populistes, et c'est devenu une figure de style c'est presque une figure, ça sent le mépris de classe. Vous savez, j'ai en tête cette série sur Canal+ dans les années 80 qui s'appelait Les Deschiens, où ça avait été créé par Jérôme Deschamps avec François Morel, Bruno Lochet, Yolande Moreau. C'était très méprisant pour la France profonde, et on a l'impression qu'on est dans la continuité de cet esprit-là, et que les populistes, finalement, c'est les Deschiens. Vous êtes d'accord ? Absolument, je suis absolument d'accord. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai enseigné deux ans à l'IEP de Strasbourg pour les gens qui préparaient le concours de l'ENA. Et j'ai fait un cours sur le populisme, où j'ai défendu le populisme en tant que symptôme de la crise de la démocratie représentative, et pas du tout comme on l'entend aujourd'hui. Mais il fallait voir les apprentis, ceux qui préparaient le concours de l'ENA. C'était quand même tendu, extrêmement tendu. Voilà, c'est sûr, le populisme est devenu une manière idéologique de disqualifier toute opposition. Voilà, c'est clair. C'est absolument clair. Il y a fasciste et populiste. Mais oui, après il faut revenir à la source. Quelqu'un de beaucoup plus intéressant que Bernard-Henri Lévy, mais malgré tout, j'en fais la critique dans mes livres. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Pierre-André Taguieff. Mais c'est, à l'origine, c'est lui qui a, en fait, pour critiquer le Rassemblement national, le Front national à l'époque, voyant que c'était plus efficace de parler de fascisme, parce que faut arrêter de raconter des histoires, des fascistes qui respectent le scrutin, qui sont depuis 20 ans ou 30 ans au pouvoir sans qu'il y ait rien eu dans les rues, c'est pas des fascistes. Donc il a modifié, et c'est lui qui a introduit l'idée de populisme et de national-populisme par rapport au RN. Mais en même temps, cette dédiabolisation n'est pas non plus totalement dédiabolisante. Pour moi, ma position par rapport au RN, c'est que c'est un parti comme les autres, qui n'est ni plus ni moins que les autres, républicains ou respectables ou je ne sais quoi. Je n'ai aucun souci avec le Rassemblement national. Ni plus ni moins que les autres. Et c'est un parti qui a une stratégie, etc. Mais voyez ce que je veux dire. Et le populisme, le qualificatif de populisme, a conservé, alors qu'il prétend être dédiabolisé, il a conservé la dédiabolisation BHL, Sternel. Il y a des étapes dans ça.
Ouais. Michel Onfray, vous êtes d'accord c'est un moyen de disqualifier l'adversaire aujourd'hui d'appeler populiste qui on veut diaboliser. Tout à fait. Moi, je souscris à l'analyse de Vincent parce que je trouve qu'il faut dire effectivement qu'un certain nombre de gens ont contribué à salir un peu le peuple pendant des années, puis s'aperçoivent que peut-être il faudrait changer, que c'est pas terrible cette stratégie, et reviennent un peu aujourd'hui. Et c'est vrai que j'aime bien que sur la pensée de Pierre-André Taguieff, on puisse être chronologique, voir ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, qui a contribué un peu à l'aventure et n'y a pas contribué, parce que de fait, il y a des éléments de langage qui ont été fabriqués et qui ont fonctionné un petit peu comme le ballet de l'apprenti sorcier, quoi. Alors, dans un instant, on va se demander s'il existe un populisme de gauche et un populisme de droite, et quelles sont les différences entre ces populismes. Vous préparez bien vos réponses, on se retrouve dans un instant, et surtout on se demandera si les populismes peuvent converger. Ils ont déjà convergé, on l'a vu en Italie, mais est-ce que ces populismes peuvent converger en France? C'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous sur Sud Radio tous les samedis matins de 10h à 11h. Je suis en compagnie toujours de Michel Onfray, philosophe, fondateur de la revue Front Populaire, Maxime Le Nagard, qui en est le rédacteur en chef, et notre invité est Vincent Cousdière, philosophe également, et auteur de Éloge du populisme en 2012, parmi d'autres ouvrages, Retour du peuple également, aux éditions du Cerf. Nous avons parlé du populisme, parlé également de ceux qui veulent la mort des populismes, et avant de voir de quelle forme de gouvernement le populisme a pu accoucher, ici ou là, en Europe ou ailleurs, je voudrais vous demander quelle différence, pour vous, il existe entre les populistes de gauche et les populistes de droite. Et je vais vous poser la question en priorité d'abord, Vincent Cousdière, et on écoute Michel Onfray juste après. Alors, pour moi, cette distinction n'a pas vraiment de sens, puisque je pense le populisme, comme je l'ai dit, un phénomène archi-politique, pas un phénomène politique. Le populisme, je l'ai dit, c'est une réaction à l'absence de représentation, qu'elle soit de gauche ou de droite. C'est une révolte du peuple contre les élites qui font plus leur boulot, que ces élites soient de gauche ou de droite. Et c'est une réaction aussi qui s'explique par l'effondrement des idéologies, qu'elles soient de gauche ou de droite. Donc, parler de populisme de gauche ou de droite, c'est se placer sur le plan des partis, des mouvements qui cherchent effectivement à donner une réponse justifiée. Ils ont raison, c'est le boulot des politiques, de donner une réponse à cette demande du peuple. Mais je dirais, parce qu'on a parlé de Gaulle, je dirais que le populisme du peuple, au niveau où je le prends, révolte contre la décomposition de la nation, de la société française et de la souveraineté, comme dit De Gaulle, la France, elle est ni de gauche ni de droite. La France, c'est la France. Et donc, ensuite, la question, c'est comment on répond à cette détresse des peuples. Et quand on revient à vouloir interroger ça en termes de populisme de gauche et de droite, en fait, on essaye de revenir dans les vieilles idéologies qui sont décomposées et qui sont la cause, justement, du populisme. Alors, vous pensez que ce sont, Michel Onfray, de vieux marqueurs, populistes de gauche, populistes de droite, ou ça a encore une raison d'être ? Non, je pense que ça a une raison d'être parce que, par exemple, moi j'ai plus de sympathie pour Philippe de Villiers que pour Bernard-Henri Lévy, et j'ai aussi beaucoup plus de sympathie pour Jean-Pierre Chevènement, qui plus est encore, que pour Raphaël Glucksmann, par exemple. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des populismes, et je le redis, c'est-à-dire qu'il s'agit de demander au peuple ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, ce dont il a envie. C'est-à-dire que je crois à l'éducation populaire, je ne ferai pas d'université populaire sinon, je crois à l'éducabilité, pour utiliser le néologisme de Georges Sand. Je crois que Condorcet avait raison de dire que les élections c'est formidable, mais encore faut-il que le peuple soit éclairé, qu'il sache pour qui il vote et ce pourquoi il va voter. Et là, à ce moment-là, on dit, mais voilà, sur un certain nombre de questions, on va solliciter le peuple. Donc ça peut être effectivement pour ou contre l'Europe, pour ou contre la retraite à 60 ans, pour ou contre l'euthanasie, pour ou contre la peine de mort, etc. Et droite et gauche existent encore sur des questions que je dirais sociétales. Je n'aime pas beaucoup le mot, mais enfin sur des questions
sociétale. On dit souvent que la droite défend plutôt le catholicisme, mais il y a des cathos de gauche, et que la gauche est plutôt athée. Mais il y a aussi des gens qui ne le sont pas. Donc il y a des gens qui vont à la messe et des gens qui n'y vont pas. Et je suis pas gêné par un populiste qui va à la messe, moi qui n'y vais pas, parce que je pense que l'essentiel est ailleurs. Donc il y a effectivement des gens qui sont de sensibilité de droite, des gens qui sont de sensibilité de gauche, c'est-à-dire des gens qui croient au ciel, d'autres qui n'y croient pas, des gens qui pensent qu'effectivement il faut un libéralisme économique et politique et les ouvriers doivent quand même marcher un peu à la schlag et qui sont à droite, et puis des gens qui à gauche pensent que non, il vaut mieux travailler autrement, travailler différemment, travailler pas si longtemps que ça, partir à la retraite plus tôt, etc. Ce qui fait quand même des sensibilités de droite et des sensibilités de gauche. Mais il y a quelque chose au-dessus qui est effectivement le populisme. C'est d'abord le peuple qui choisit. Alors Vincent a raison de dire que le général de Gaulle disait que la France n'était ni de droite ni de gauche, mais je pense qu'il faudrait ajouter que la France est de droite et de gauche. C'est pas ni de droite ni de gauche, c'est et. Il y a des gens qui croient en Dieu, des gens qui n'y croient pas. Il y a des gens qui vont à la prière du dimanche et d'autres qui n'y vont pas. Il y a des gens qui pensent que, je sais pas, des couples homosexuels ont le droit d'adopter des enfants et d'autres qui ne le pensent pas. Donc ça fait des sensibilités de droite et de gauche. Et il n'en reste pas moins que sur des débats comme ceux-là, qui sont des débats de société, je pense qu'il faut faire des vrais débats, des vraies réflexions, mener des vraies réflexions politiques et publiques. D'où je rappelle les universités populaires, ou ce que nous faisons à Front Populaire dans la revue, pour permettre aux gens de disposer des moyens de juger et de décider. Vincent disait tout à l'heure que je pensais que le peuple voterait obligatoirement pour le Frexit. J'ai pas dit ça. J'ai dit que sur le Frexit, il faudrait qu'il puisse être organisé et que le peuple décide souverainement. Pas dans des logiques d'idéologie où à l'époque on nous a fait voter en 92 en nous disant qu'il y avait le bien et le mal, qu'il y avait les nationalistes qui étaient des crétins qui voulaient la guerre, etc. De l'autre côté les progressistes, que la fin du chômage, la misère, la pauvreté disparaîtrait avec l'Europe, etc. Non, juste dire, bon voilà, maintenant on va plus voter sur des projets de société, mais sur 30 années ou 40 années d'existence, que souhaitez-vous véritablement? Et serais-je président de la République que j'organiserai un référendum et que je dirais je suis pour le Frexit, si le peuple est contre le Frexit, eh bien c'est le peuple qui a décidé. C'est juste ce que je voulais dire. C'est-à-dire que le chef de l'État, il estime que la souveraineté est populaire, que c'est lui qui consulte le peuple et que c'est le peuple qui décide. Et en ce sens, on voit bien que droite et gauche, ça a encore un sens. Il y a du social ou du moins social, mais il y a aussi et surtout cette idée que c'est le peuple qui décide et que surtout, il y a la France qui est au-dessus de tout ça. Et est-ce qu'on aime la France ou est-ce qu'on ne l'aime pas? Puis c'est tout. La chose essentielle, elle n'est pas droite ou gauche, qui est un paradigme horizontal, mais un paradigme vertical. Au-dessus, il y a ceux qui aiment la France. Ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont catholiques, ils sont protestants, ils sont musulmans, ils sont comme on voudra, homosexuels, hétérosexuels. Puis en dessous, il y a ceux qui n'aiment pas la France, quelle que soit leur couleur, etc. Et je pense que l'essentiel reste quand même d'aimer la France. Oui, au-delà de ce clivage gauche-droite, je me souviens que Front Populaire avait fait une une sur eux pour expliquer que c'était des espèces menacées. Finalement, on pourrait dire que ce clivage s'efface derrière le concept du parti de la France quelque part. Alors, Maxime Le Nagard, est-ce que vous pouvez nous faire une petite cartographie des populismes en France? Populisme de droite, populisme de gauche, peut-être populisme ni de gauche ni de droite, mais d'ailleurs? Non, de droite et de gauche en France et en Europe. D'ailleurs, il y a un modèle qui a été proposé. Alors, effectivement, peut-être Vincent Coudier ne sera pas d'accord avec ce modèle-là, mais il peut être intéressant pour alimenter la discussion. Dans un ouvrage consacré aux racines du populisme, qui s'appelle « Les origines du populisme, enquête sur un schisme politique et social », c'est en 2019, 4 chercheurs français expliquent l'émergence des partis anti-système de la façon suivante. Une société fonctionne, selon eux, grâce à 2 sortes de confiance. Une confiance envers les institutions et une confiance envers les individus, confiance interindividuelle. Or, les mécanismes de défiance diffèrent selon que la part de confiance affecte seulement les institutions ou à la fois les individus et les institutions. Pour les 4 chercheurs, la perte de confiance dans les seules institutions est caractéristique plutôt d'un populisme de gauche, tandis que la perte de confiance généralisée, c'est-à-dire institutions plus individus, est caractéristique du populisme de droite. Ce modèle intéressant, effectivement bien que réducteur sans doute comme tout modèle, montre en gros que le populisme de gauche s'attaque aux structures du pouvoir, censé cadenasser la volonté populaire, tandis que le populisme de droite, plus identitaire par nature, montrerait du doigt des personnes éventuellement, ça peut être les technocrates, mais évidemment l'immigration, les minorités, etc. Et selon David Kayla, qui est un contributeur de Front Populaire, économiste, cette analyse s'applique plutôt bien à l'Europe, parce qu'en Europe de l'Est, où la défiance est généralisée, les mouvements populistes de droite dominent. On pense à Orban, par exemple en Hongrie, le groupe de Visegrad plus généralement. À l'inverse, en Grèce, en Italie, encore qu'en Italie, on va le voir, c'est ambivalent, mais en Espagne et au Portugal, où la défiance est focalisée sur les institutions politiques, ce sont les mouvements populistes de gauche qui dominent plutôt, donc Syriza en Grèce, Podemos en Espagne,
M5S en Italie, donc le mouvement 5 étoiles, même s'il y a plusieurs mouvements populistes en Italie. On va en parler tout à Bloc l'heure, de oui. gauche et Coalition démocratique unitaire au Portugal. Alors en France, évidemment, on le sait, pas de surprise, deux formations politiques qui sont accusées de populisme régulièrement, le RN et LFI. On se souvient d'Elisabeth Borne en début d'année qui avait renvoyé dos à dos ces deux populismes dans laquelle elle voyait, on s'en souvient et je la cite, deux visages du mépris de la démocratie, fin de citation. Chacun jugera de la validité de cette assertion. Ouais. Alors, question toute bête, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de convergence des luttes possibles entre les différents populismes? Est-ce que en France, il est interdit de penser que ça puisse un jour se mélanger? Bien non, pas du tout. Dans mon schéma, il y a, au contraire, c'est ouvert, les choses sont ouvertes. Le défi du populisme, c'est un défi aussi qui force les mouvements politiques à se renouveler et justement à faire face aux défis et avoir une offre qui soit à la hauteur de ce défi. Pour reprendre ce que disait Maxime, c'est très intéressant. Institution d'un côté, les hommes de l'autre. Institution, la gauche. Il faut changer les lois, côté idéaliste, une nouvelle république, etc. Et tout va aller mieux. Et de l'autre côté, la droite, ça peut être intéressant. Après, ça n'épuise pas mais c'est intéressant. D'autres, je connaissais pas, c'est intéressant. De l'autre côté, la droite, les hommes, le peuple, l'immigration, etc. Mais De Gaulle encore, j'ai plus le texte en mémoire, mais les institutions ne sont rien sans les hommes, et les hommes ne sont rien sans les institutions. Donc le défi, c'est de trouver cette articulation. Cette articulation, aujourd'hui, elle n'existe pas vraiment dans l'offre politique. Donc c'est un défi à penser. Après, juste une dernière chose. Ce que j'appelle le populisme du peuple, là aussi, je ne sais pas, peut-être il y a une nuance avec Michel Onfray, et avec beaucoup de gens qui m'ont lu, etc. C'est pas juste une critique des élites. C'est aussi prendre la mesure du fait que le peuple lui-même est malade. Le populisme du peuple, c'est ce qui reste du peuple dans la décomposition du peuple. Et c'est pas pour rien que ça m'intéresse le terme populisme, comme vous l'avez très bien dit, le isme. C'est-à-dire que parfois le populisme, c'est une manière par laquelle le peuple lui-même se rapporte à lui-même de manière idéologique. Et par exemple identitaire, abstraite, etc. Et qui lève pas ses fesses de sa chaise pour faire quelque chose, pour participer. Donc pour moi, c'est pas seulement les élites. Oui, les choses sont dialectiques. Les élites sont malades, le peuple aussi est malade. Alors, et le populisme, c'est ce qui reste de sain du peuple dans le peuple. On rejoint Peggy qui disait déjà ça. Alors Michel, vous allez réagir là-dessus et puis vous nous direz si vous pensez qu'une convergence des luttes est possible entre les différents populismes. Je crois effectivement qu'il faut distinguer le peuple et la populace. On voit bien dans la rue aujourd'hui que la populace est dans la rue. Et pas le peuple. J'appelle populace un peuple qui ne pense pas, un peuple qui n'a pas conscience de soi, un peuple égotiste, égocentré, narcissique, un peuple qui est fabriqué d'individualités subjectives qui sont animées par des passions tristes. La haine, le ressentiment, la méchanceté, la destruction, la négation, la négativité. Les foules, un peu, si l'on veut, pour utiliser le concept de le bon. Oui, et donc il faut vraiment distinguer. Moi, j'ai eu un père ouvrier agricole qui a quitté l'école à 13 ou 14 ans et qui avait pris des leçons dans la nature et qui en avait pris dans l'école républicaine. Et je ne l'ai jamais surpris en défaut de bon sens, en défaut d'intelligence du monde, parce qu'effectivement, on lui avait appris des choses, des gens qui lui avaient appris à travailler, lui avaient appris des choses sur la vie, l'amour, la mort, la nature, les cycles, l'éternel retour, etc. Et puis à l'école, on lui avait appris à écrire, à penser, à réfléchir, etc. Et ce peuple-là, je l'ai vu à l'œuvre. Et je n'ai pas vu de racisme, j'ai pas vu d'antisémitisme dans ce peuple-là. J'ai vu du bon sens, j'ai vu de la réflexion, etc., etc. Bon, on pourrait me dire que c'est très freudien, que j'ai idéalisé le peuple, etc. Mais en dehors de mon peuple, de mon père, j'en ai vu des gens du peuple qui étaient restés dans cette configuration-là. Et puis, quand on a cessé d'être rural, qu'on est devenu urbain, que même dans les campagnes, on essaie de singer la ville, que l'école a cessé d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser, etc. Et que la télévision est arrivée, les réseaux sociaux, et que les enfants ont été plutôt formatés par ce genre de choses, alors on a fabriqué une espèce de populace égocentrée, narcissique,
tandis qu'une populace de réseau, c'est difficile aujourd'hui de trier le bon grain de livret. On a envie de dire, ah ben oui, mais votre peuple, il est idéalisé parce qu'il n'existe pas, et puis vous le fictionnez. N'empêche que je crois que quand on va dans les banlieues et que on voit un certain nombre de gens qui volent des chaussures dans les magasins après les avoir pillés, et puis les gens qui, dans les mêmes banlieues, qui habitent l'étage du dessus, éventuellement disent, mais pourquoi vous faites ça? Il y a une dame qui courait l'autre jour en disant, mais pas l'école, et d'autres disent, mais c'est quoi l'intérêt de brûler des tramways, c'est n'importe quoi, et moi, ma voiture, je vais plus pouvoir, etc. On voit bien ce qui distingue le peuple de la populace aussi. Et puis la deuxième chose, je voudrais rappeler que quand nous avons créé tous ensemble, enfin que les amis de Front Populaire, quand nous avons créé cette revue en disant qu'elle était souverainiste, ce qui nous a valu de la part de Bernard-Henri Lévy de passer pour des gens qui s'inscrivaient désormais dans le lignage de Marcel Déat et de Doriot, des communistes devenus fascistes et nazis, dont certains avaient porté l'uniforme nazi sur le front russe, on a quand même fait savoir que on allait parler du souverainisme. Et c'était ça le problème. Premier numéro, même question posée d'une part à Jean-Pierre Chevènement, d'autre part à Philippe de Villiers. Et il se fait que on était en plein Covid, que effectivement chacun a répondu dans son coin et que la mise en page a laissé penser qu'ils s'étaient rencontrés physiquement tous les deux. Ce qui aurait pu quand même se faire. On estime qu'il n'y en a pas un qui a la gale et l'autre la peste. Et on a eu, on peut le dire, mais je veux dire, on a eu des problèmes avec qui? Avec la gauche, pas avec la droite. Philippe de Villiers n'a pas trouvé anormal d'être associé à Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, lui, a trouvé anormal d'être associé à Philippe de Villiers, en estimant ça malhonnête, en faisant savoir qu'il avait trouvé inadmissible quand même l'idée de rencontrer ce type, etc., etc. Évidemment, si dans ces configurations-là, des petites histoires d'ego, des petites histoires du « à côté de moi, on m'a dit que mes amis m'ont fait savoir que les compagnons qui me suivent ne pensent pas que, etc. » Si effectivement la gauche dit « ah non, la droite, ça sent mauvais parce qu'elle est d'extrême droite », on n'y parviendrait pas. On n'y parviendra pas. Et puis j'ajoute qu'il y a une jurisprudence Le Pen qui fait que s'il s'agit de s'associer à des populistes de droite, immanquablement, on en arrive à des gens qui soit sont Le Pen ou famille Le Pen, soit comme Philippot ou Dupont-Aignan viennent de chez Marine Le Pen ou éventuellement se sont associés un temps avec Marine Le Pen. Donc effectivement, comme il y a une espèce de jurisprudence qui interdit la fréquentation de Marine Le Pen, tant qu'elle existera, je pense qu'une convergence des luttes populistes et des luttes souverainistes ne pourra pas avoir lieu. Sauf un tiers qui, comme dans l'huître et les plaideurs, arriverait en mettant tous ces gens-là dos à dos en disant le peuple d'abord, la France d'abord, on n'a plus besoin de vous. Eh ben, c'est pas pour... en tout cas, on ne sent pas que ce soit encore tout à fait mûr. Dans un instant, on va se demander... On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ou on va se demander, dans un instant, où ont été tentées des expériences populistes en Europe ou ailleurs, et si elles ont marché. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Toujours en compagnie de Michel Onfray, Maxime Le Nagard et notre invité Vincent Cousdière. Toujours sur l'heure libre, votre rendez-vous sur Sud Radio tous les samedis de 10h à 11h. Alors depuis le début de cette émission spéciale populisme, on parle donc des expériences populistes. On en a fait une définition, on a vu la cartographie des populismes en France et on a bien compris pourquoi ce mot était devenu une façon aussi de diaboliser l'adversaire. Mais j'aimerais vous demander maintenant s'il existe des formes de populisme qui ont réussi une fois qu'ils ont accédé au pouvoir, que ce soit en Europe ou ailleurs, et ce que ça donne à l'épreuve des faits. Alors on va commencer avec vous, Maxime Le Nagard. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience 5 étoiles en Italie ? Oui, ça commence à remonter un peu, mais l'exemple italien est toujours intéressant car on y voit souvent à juste titre un laboratoire du populisme en Europe. Alors contrairement à d'autres figures populistes de droite comme celle de Silvio Berlusconi, qui est décédé récemment, ou Matteo Salvini, le mouvement 5 étoiles de Pepe Grillo est plus populiste sans doute encore dans sa dimension attrape-tout. Idéologiquement, vous vous souvenez, c'est une forme de syncrétisme qui rassemblait tous les ras-le-bol, d'où la difficulté d'ailleurs à situer le mouvement sur un échiquier droite-gauche. Cela étant, beaucoup de positionnements du mouvement 5 étoiles le rattachait plutôt à la gauche, anticorruption, promotion de la démocratie directe, politique sociale, anti-mondialisation et écologie politique, on l'oublie souvent, c'était une des étoiles du mouvement 5 étoiles. Concrètement, ça a donné quoi? Alors pour rappel, on s'en souvient, le parti a été créé en 2009, c'est d'ailleurs à peu près au même moment que Mélenchon crée le Front de gauche en 2008 en France. Il a connu une progression spectaculaire, il faut quand même bien le dire, en quelques années. En 2018, le mouvement M5S recueille presque un vote sur 3 des Italiens, 33% des suffrages en 2018 aux élections parlementaires. À ce moment-là, gouvernement de coalition avec la Ligue du Nord.
Les populistes sont au pouvoir, c'est le gouvernement Conté, on s'en souvient, et puis craque rapidement, divergence de fond. La Ligue veut réduire les impôts, le mouvement 5 étoiles veut un revenu minimum pour les chômeurs, le mouvement 5 étoiles soutient les gilets jaunes, d'ailleurs en France à l'époque, c'est les mêmes années. La Ligue y voit des casseurs qui foutent le bordel, en gros. Donc scission entre les deux mouvements populistes, et depuis s'ensuit un déclin politique assez important du mouvement 5 étoiles, qui s'en est jamais vraiment relevé, d'ailleurs malgré un score honorable aux élections parlementaires de 2022, qui avait été organisé suite à la chute du gouvernement de Mario Draghi. Il est aujourd'hui largement dépassé, on peut le dire, par le mouvement de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, qui est beaucoup plus conservateur dans les faits. Alors justement, dans un instant, Michel Onfray va nous parler de l'expérience en Grèce, Syriza. Mais Vincent Cousdière, vous vouliez dire un mot sur Meloni. C'est une populiste? C'est plus compliqué que ça, j'ai l'impression. Oui, en tout cas, dire un mot sur... si vous voulez, sur cette catégorisation de populistes qui est vraiment utilisée dans tous les pays européens depuis longtemps déjà. Alors Meloni, effectivement, récemment. Mais je voudrais souligner, voilà, il y a une ancienneté de tout ça. Je veux dire, on a en Suisse Blocher, on a Haider en Autriche, on a le Parti populaire au Danemark. Voilà, tout ça, on a mis tout ça dans une case de sciences politiques qu'on appelait populiste. Mon effort de réflexion, c'est de dire que cette catégorie qui unifie tout n'a pas de rigueur. Parce que à l'intérieur de ces mouvements, vous en avez qui sont pour l'euro, pour l'Europe, pour l'OTAN. Meloni, voilà, pas sorte. Meloni, elle n'est pas pour un Italixit. Non. Donc, il y a de très grandes différences. Donc, le problème, c'est de ne pas se faire aveugler par cette catégorie et d'y rentrer. Et simplement de l'inverser en considérant qu'elle est pertinente sur un plan de sciences politiques. Elle n'est pas pertinente parce qu'elle répond à des contextes locaux. Ouais. Et la pertinence, excusez-moi, c'est de prendre le phénomène à un niveau archi-politique. C'est-à-dire que dans tous ces pays, il y a la même problématique. Décomposition de la nation et perte de souveraineté. Et après, vous avez des partis que le système appelle populistes qui cherchent à, justement, donner des solutions à cette détresse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être des solutions divergentes, différentes. Alors, Michel Onfray, l'expérience Syriza en Grèce vous a marqué, et pas nécessairement au bon sens du terme. Oui, non, on pourrait parler de Podemos aussi, ou de 5 étoiles, et enfin, tous ces gens-là ont beaucoup déçu. Ouais. Et je dirais dans un deuxième temps pourquoi. Mais le premier temps, c'est qu'en fait, quand le type de Syriza est arrivé, et que, il a dû prêter serment, il a dit, vous avez vu, j'arrive avec une chemise ouverte, et puis, je ne veux pas prêter serment sur la Bible, moi je suis pas chrétien, donc, je ne fais pas ça. On a dit, mais quel révolutionnaire! C'est quand même formidable, un individu comme celui-ci, quoi. Et puis le lendemain, il faisait quoi? Il faisait rien. Il faisait rien parce que il a été incapable de faire quoi que ce soit. Il aurait fallu dire non, mais moi j'arrive avec une cravate parce que je pense que ou un costume digne de ce nom, parce que je pense qu'il faut représenter dignement le peuple, les gens qui ont voté pour moi. Et puis il aurait pu dire écoutez, ce texte est un texte sacré, donc en tant que texte sacré, il est aussi sacré pour moi, même si je ne crois pas forcément à tout, mais c'est un texte sacré et je prête serment. Et dès demain, je vais faire un cadastre. Je vais faire un cadastre parce que la chose la plus importante, c'est pas la couleur de ma chemise et le fait que j'ai refusé de respecter la Bible, mais c'est juste de dire à qui appartient la terre en Grèce. Et là, on aurait découvert effectivement que toute l'Église orthodoxe était propriétaire, que tous les armateurs étaient propriétaires, mais comme on ne le savait pas, très précisément, ces gens-là gardent de l'argent, c'est-à-dire il n'y a pas de l'argent pour l'État. Donc pas d'école possible, pas de santé, pas d'hôpitaux possible, rien de possible, puisque finalement, pas de propriétaire, donc pas d'impôts, donc pas de taxes, etc. Et il a rien fait. Alexis Tsipras. D'un seul coup, Tsipras, oui. Ouais. Et Tsipras n'ayant rien fait, le peuple dit alors tout de même, il refait une consultation en disant au fait, c'est toujours moi que vous voulez. Et on lui dit mais oui, etc. Je crois même qu'il y en a une deuxième, troisième pour le coup, et où on lui a dit mais oui, bien sûr qu'on a voté pour toi, donc vas-y quoi, fais ce pourquoi tu as été élu. Puis après il s'est dit oh là là, mais là l'Europe spécule contre moi, mais j'imaginais pas du tout une seule seconde ça. C'est évident que quand on est dans cette logique-là, l'Europe se met à spéculer contre un pays en disant nous allons faire tomber votre économie. Ils ne font que ça. Ces
gens-là. Le FMI le fait partout sur la planète. Et donc et à un moment donné, il faut dire mais j'ai un plan B. Bien sûr que nous allons nous appuyer sur, et là pour le coup, une politique internationale qui permettait d'avoir un jeu d'alliance. Simplement, ça ne s'est pas fait parce que ces gens-là ne prévoient pas ni l'accès au pouvoir, ni le gouvernement. C'est-à-dire que quand on arrive au pouvoir, on se dit il y a un plan, il y a un projet, et voilà comment on va récupérer de l'argent, et voilà comment on va lever des impôts, et voilà comment on va répartir les choses, et voilà comment on va répondre à la question de la spéculation que l'Europe va mener contre nous. La deuxième chose, c'est qu'il nous manque, et ça va pas manquer de sel quand vous allez voir ce que je dis, mais il nous manque un François Mitterrand. Il nous manque un François Mitterrand que j'ai beaucoup attaqué, parce qu'il y a eu un génie chez François Mitterrand qui a été le génie du programme commun. Et cet homme, on voit d'où il vient, où il est allé, ce qu'il a fait, enfin, etc. Mais enfin, il a quand même fait ce qu'il fallait pour arriver au pouvoir et pour s'y maintenir. Et pour museler le Parti communiste en plus, pour vraiment mettre après, ça c'est autre chose. Ça, tout à fait. Je ne célèbre chez lui que la capacité tactique et stratégique à avoir fait une union de la gauche qui a permis à Robert Fabre, pharmacien de province, peut-être franc-maçon, dans la grande tradition des radicaux socialistes, et puis le Parti communiste d'un certain Georges Marchais, c'est-à-dire aligné sur l'Union soviétique qui à l'époque existait, plus un parti socialiste que Mitterrand avait récupéré dans le caniveau, issu de la SFIO qui avait défendu la guerre d'Algérie et l'Algérie française. On se dit Mitterrand il part quand même de très loin, et d'un seul coup il dit voilà, on ne pense pas exactement la même chose, c'est le moins qu'on puisse dire, entre les radicaux de gauche, les socialistes et les communistes, mais nous allons faire un programme commun. Nous allons nous entendre sur un programme de gouvernement. Et il y aurait aujourd'hui un programme commun des souverainistes de droite et de gauche en disant bon, il y a des choses sur lesquelles on peut s'entendre, des choses sur lesquelles on s'entendra pas. Et bien sûr, les choses qui fâcheraient, eh bien, on ne touche à rien, on laisse faire. Et puis sur les choses qui nous réuniraient, allons-y très précisément. Et là, pour le coup, on gouverne ensemble sur un programme. Et puis ça avance. On voit bien que la NUPES est en train d'exploser parce qu'il n'y a pas de programme. Il y avait juste un opportunisme électoraliste en disant bon, on a besoin les uns des autres des voix, donc on est tous d'accord. Mais qu'est-ce qui rassemble le Parti socialiste social-démocrate qui gouverne comme Macron, puisque Macron en vient, et puis la radicalité des islamo-gauchistes de la France insoumise. Rien du tout. C'est juste l'intérêt bien compris. Donc je pense que le populisme de droite et de gauche, le souverainisme de droite et de gauche devrait configurer un programme commun pour arriver au pouvoir, et puis arriver au pouvoir, gouverner. Et gouverner en se disant, on va avoir affaire à des gens qui ne nous aiment pas, et il va falloir qu'on ait des billes pour pouvoir dire, eh bien, nous allons répondre ceci ou cela à ceux qui vont spéculer contre nous. Ce sera bien sûr les États-Unis, le bloc anglo-saxon, puis après le bloc européiste des Européens de Maastricht, c'est-à-dire que c'est sérieux le pouvoir. On n'arrive pas comme Beppe Grillo, qui est un Coluche italien au pouvoir, puis après on dit, mais je savais pas du tout que c'était ça la politique, et on déçoit les gens. On ne doit pas décevoir. Ça aussi, c'est ce qui définit pour moi le populisme, mais on n'a pas le droit de décevoir des gens qui nous font confiance. Absolument, mais en plus, vous parliez tout à l'heure du gaullisme, on s'entendra quand même pour dire que il y a eu le programme du CNR, qui a été une manière de faire un programme commun aussi. Qui permettait aux communistes de gouverner avec les gaullistes, c'est peu de dire. Absolument. Est-ce que je peux rebondir très brièvement, parce qu'on est en fin d'émission. Oui, je pense que c'est vraiment l'enjeu. Le populisme, c'est un moment de décomposition et de recomposition. Et la question, c'est la recomposition. Eh bien, je vous remercie tous les trois. Je vous donne rendez-vous sur nos environnements digitaux, à nos auditeurs sur la chaîne YouTube de Sud Radio, ainsi que sur la plateforme frontpopulaire.fr. Je vous informe que l'heure libre, eh bien, c'est une bonne nouvelle, reviendra en septembre. Michel, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cette prochaine saison, il va y avoir beaucoup de choses à dire et à accompagner, peut-être même les élections européennes. Et oui, ce sera en 2024. Tout de suite, c'est On parle auto sur Sud Radio avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Bonne journée à tous. Sud Radio, l'heure libre, Stéphane Simon, Michel Onfray.